Le problème de principal-agent modélise des situations de délégation entre deux acteurs économiques par l'établissement d'un contrat qui permet de gérer le risque de moralité. Le contrat, signé en début de période, sans possibilité de renégociation, fixe les termes d'une rémunération incitative, indexée uniquement sur le rendement, la quantité d'efforts consentis restant inobservable. L'objectif ici est de mettre en place une relation basée sur l'intérêt économique et non sur l'espoir d'un comportement respectueux de la moralité. Notre réalité quotidienne est truffée d'exemples d'une telle relation. L'assureur, n'observant pas l'effort de conduite de l'assuré, indexe la prime d'assurance sur la sinistralité de l'assuré. La régulation écologique introduit un prix du carbone afin de freiner les externalités polluantes des producteurs. La politique fiscale met en place des incitations orientant le comportement des citoyens dans un sens souhaité. La rémunération variable et l'intéressement aux bénéfices incitent les salariés à fournir les efforts souhaités par l'entreprise. La rémunération incitative est indexée sur la rentabilité du salarié et non sur l'effort consenti. Dans tous ces exemples, l'incitation représente un instrument de lutte contre le risque de moralité. L'outil de la modélisation permet de quantifier la nature, le montant de ces incitations et même de sélectionner celles qui sont optimales au vu d'un certain critère de performance. Le propriétaire des terres, dit principal, délègue la procédure de production à un fermier, dit agent. Le principal ne peut observer l'effort consenti par l'agent et n'a accès qu'à la valeur de la production de la terre X. Supposons que la distribution des gains est caractérisée par sa moyenne, exemple de la gaussienne. L'effort fourni par le fermier impacte directement le niveau de la production en déplaçant la moyenne de la distribution des gains vers une valeur petit e. Ceci induit un coût C de E croissant en fonction de l'effort consenti E. En l'absence d'une rémunération incitative, le fermier ne jouissant pas du fruit de la production de la terre ne peut que minimiser son effort. Ceci conduirait à un effort optimal nul. Afin d'éviter cette situation catastrophique, le propriétaire propose une rémunération incitative, éveillant ainsi l'intérêt du fermier dans la production de la terre. Les deux parties signent un contrat, engageant le principal à payer un salaire S de X, indexé sur le niveau de production grand X. Face à la rémunération annoncée S de X, le fermier décide, en fonction de ses préférences, de sa réponse optimale, à savoir l'effort E chapeau de S qu'il est prêt à fournir, atteignant ainsi son maximum de satisfaction VA de S qui arbitre entre le bénéfice salarial et le coût de l'effort consenti. Par exemple, la réponse optimale E chapeau de S d'un agent neutre au risque et l'effort optimal qui maximise son gain moyen VA de S égale le suprémum sur l'effort de l'espérance de S de XE moins C de E égale l'espérance de S de X E chapeau moins C de E chapeau. Il reste à déterminer la fonction de rémunération grand S. Le principal jouit du fruit de la production grand X et se doit de payer la rémunération S de X à l'agent. Anticipant sa réponse optimale, la valeur de l'utilité du principal est donnée par l'espérance de sa fonction d'utilité, la valeur de la production X E chapeau moins S de X E chapeau. Le principal propose le contrat S chapeau qui lui garantit la meilleure satisfaction, c'est-à-dire le contrat qui maximise l'espérance de l'utilité de X E chapeau moins S de X E chapeau. Il reste à déterminer la fonction de rémunération grand S. L'agent a le droit de refuser les contrats qui ne lui procurent pas une satisfaction suffisante, VA de S supérieur ou égal à grand R. Il s'agit de la contrainte de participation, sans laquelle le fermier serait en esclavage. Le principal imposerait un contrat très défavorable, rémunération négative par exemple. La réponse optimale de l'agent n'a que peu d'intérêt à ses yeux, puisqu'il tire sa satisfaction de la rémunération de l'agent. En résumé, le contrat optimal, proposé par le propriétaire au fermier, est déterminé par les deux problèmes d'optimisation imbriqués. Tout d'abord, le principal maximise l'espérance de l'utilité de XE chapeau moins S de XE chapeau sous la contrainte de participation VA de S supérieur ou égal à R, où la réponse optimale E chapeau est déterminée par la résolution du problème de l'agent de maximisation sur son effort E de l'espérance de S de XE moins C de E. Passons maintenant au temps continu, où l'accès au calcul différentiel en temps continu permet de simplifier en fait l'analyse.
Le niveau de la production est décrit par la dynamique contrôlée dxt égale b de etdt plus sigma de et dwt. W ici est un mouvement brownien qui décrit l'aléa gaussien en temps continu, et b de e et sigma de e désignent les effets de l'effort sur la moyenne et la volatilité du niveau de production. Continuons dans le cadre de l'exemple de gestion de portefeuille. Ici, l'effort E a deux composantes, M et P, et induisent la valeur de portefeuille, dxt égale pt, facteur de mtdt plus sigma dwt. Ici, M désigne l'effort du gestionnaire en termes de sélection d'actifs d'investissement, et P l'allocation au sein de cette classe d'actifs. Comme dans l'exemple du fermier et du propriétaire terrien, nous modélisons ici la relation entre l'investisseur propriétaire du capital et le gestionnaire en charge de la gestion de ce capital. L'investisseur propose une rémunération incitant le gestionnaire à procéder à la meilleure gestion de son capital, à savoir un retour sur investissement intéressant, représenté par le terme de drift dépendant du choix de la classe d'actifs et de la stratégie d'allocation, ainsi qu'une prise de risque contrôlée du gestionnaire, quantifiée par la volatilité de la valeur du portefeuille. Variation quadratique de xt égale l'intégrale de 0 à t de pt carré sigma t carré dt. On voit ainsi qu'un surinvestissement sur les actifs risqués induit une augmentation du risque du portefeuille. Afin de mieux comprendre cette notion de risque, remarquons que la variation quadratique de x peut également être obtenue par la formule de la somme des carrés des écarts, ce qui lui vaut d'être désigné comme variation quadratique de la valeur du portefeuille. Sur ce graphique, vous voyez deux profils de x qui ont la même somme des écarts puisqu'elles se terminent au même point, mais dont la somme des carrés des écarts est totalement différente. Notre résultat principal exprime le contrat optimal sous la forme de la somme de plusieurs termes. Tout d'abord, y0 est une rémunération fixe plus grande que le seuil de participation grand R. Le deuxième terme, intégrale de 0 à grand T de ZT dxt, désigne une rémunération variable indexée sur la variation du niveau du rendement du portefeuille. L'investisseur cède ainsi une partie de ses gains-pertes. Le troisième terme, intégrale de 0 à grand T de gamma T d de la variation quadratique de xt, désigne une rémunération indexée sur le risque du portefeuille. On s'attend à avoir un gamma qui est négatif, soit une pénalisation freinant les prises de risque excessives du gestionnaire. Enfin, le dernier terme est la rémunération maximale que le gestionnaire peut tirer du contrat S de X défini par les composantes Y0, Z, gamma. Les caractéristiques Y0, Z et gamma sont déterminées par la résolution d'un problème de contrôle optimal auxiliaire. Pour finir, deux extensions très importantes de ce modèle. Tout d'abord, le cas où le principal est face à plusieurs agents, qui sont possiblement en interaction entre eux. Il y a aussi la problématique de sélection adverse. C'est la situation où les préférences de l'agent ne sont pas connues par le principal, parce que l'agent peut cacher son type et n'a pas intérêt à le révéler. Dans notre exemple de gestion de portefeuille, la question devient comment sélectionner les bons managers.